Tout a basculé en un battement de cils. Un après-midi ordinaire, brisé par un son strident. Le téléphone qui sonne. Une fois. 2 fois. Chaque sonnerie comme un couperet qui s'apprête à tomber. Au bout du fil, la voix blanche et grave du docteur. Des mots courts, cliniques, qui résonnent encore dans ma tête comme un écho lointain. Modou folle vient de s'éteindre. Une crise cardiaque foudroyante. Modou est mort. En un instant, le sol se dérobe, le souffle se coupe, et le présent s'effondre. Mais avant que l'esprit n'accepte cette cruelle vérité, avant que la poussière du deuil ne recouvre tout à fait son absence, la mémoire se mutine. Elle refuse de commencer par la fin. Elle me ramène de force en arrière, là où tout n'était que promesse. Souviens-toi, Aïssatou. Le temps s'arrête lorsque le cœur d'un homme cesse de battre. Modou n'est plus. Mais avant que la poussière du présent ne recouvre tout à fait son absence, l'esprit, lui, refuse d'oublier. Il y a des décennies de cela, sous le ciel étoilé de Dakar, la vie n'était qu'une promesse. Souviens-toi, Aïssatou. Souviens-toi de la brise tiède de l'Atlantique, des vagues qui venaient mourir sur le sable fin de la plage, reflétant une lune d'argent. Nous étions jeunes, Modou et moi, marchant main dans la main, portés par une insouciance que nous croyions éternelle. C'était le temps des premiers émois, le temps où Dakar respirait au rythme des espoirs des années 70. Puis, le bonheur s'est ancré dans notre foyer. Les années ont passé, rythmées par les rires, les naissances, et cette complicité qui unissait notre grande famille. Je revois encore ce grand plat traditionnel posé au centre de la pièce. Nous étions tous là, parents et enfants, partageant bien plus que de la nourriture, nous partagions une vie, une certitude, une chaleur humaine indélébile. Les visages illuminés par les sourires, les éclats de rire qui ricochaient contre les murs. C'était notre forteresse. Mais la réalité du deuil possède une brutalité froide. En un instant, ces couleurs chaudes et éclatantes du passé s'estompent. Comme dans un fondu cinématographique cruel, la lumière dorée s'efface pour laisser place à des teintes ternes, froides et désaturées. Les visages joyeux s'évaporent et la pièce se fige. Nous revoici dans la chambre de deuil. Le blanc du linceul et du voile remplace les étoffes colorées. Une larme lourde coule lentement sur ma joue, emportant avec elle le dernier fragment de ce doux mirage. Le souvenir s'est brisé, laissant place au silence lourd de la réalité. La douleur d'une veuve devrait être un sanctuaire respecté. Pourtant, à peine le corps est-il sous terre que les murs de cette maison voient entrer un tout autre cortège. Ce n'est plus la tristesse qui anime les pas, c'est l'odeur du gain. Regarde Tansir, le frère de Modou. Il franchit le seuil, rajustant d'un geste machinal son lourd cafetan brodé. Mais son regard trahit ses intentions. Ce n'est pas le visage d'un homme brisé par la perte d'un frère, c'est le visage d'un comptable, d'un évaluateur. Ses yeux parcourent chaque meuble, chaque tableau, chaque recoin de cette demeure. Il soupèse la valeur de nos vies, estime notre patrimoine, calcule déjà sa part de l'héritage. S'asseyant parmi les anciens, il murmure à voix basse, cherchant l'approbation de l'Assemblée pour légitimer sa cupidité. Ces mots résonnent comme une sentence patriarcale, Liyup Sunundonola. Tout cela est notre héritage. Pour lui, la veuve et les enfants ne sont que des variables ajustables, des détails au bas d'une page de compte. La tradition devient alors le masque commode de l'opportunisme. Et le spectacle ne s'arrête pas là. Voici qu'arrive la dame belle-mère, la mère de Bintou. Son entrée est orchestrée comme une tragédie de boulevard. Elle arbore des parures d'or excessives, des bijoux lourds qui teintent à chacun de ses mouvements, contrastant cruellement avec la sobriété imposée par le deuil. Elle se lamente à voix haute, feignant des sanglots déchirants, des larmes théâtrales destinées à capter l'attention de l'assistance. Une mise en scène grotesque où la douleur authentique est étouffée par le besoin de paraître, d'affirmer son statut, de s'assurer une place de choix lors du partage des restes d'une vie. Face à cette comédie humaine, face à l'injustice qui s'installe, une voix refuse de se taire. Une silhouette se dresse, fière et inflexible, c'est ma fille, Daba. Elle incarne cette nouvelle génération de femmes qui ne se laissent plus dicter leur conduite par des règles obsolètes et détournées. Son regard est une arme. Un regard féroce, d'une indépendance absolue, qui transperce l'hypocrisie des parents calculateurs.
Dans cette attitude d'afro-réalisme moderne, Daba refuse de plier. Elle refuse de voir sa mère humiliée, son foyer démantelé. Par sa seule présence, elle dresse une barrière invisible entre la dignité de notre cellule familiale et la voracité du monde extérieur. Mais le jour finit toujours par s'éteindre, emportant avec lui les profiteurs, les curieux et les comédiens d'un jour. La nuit s'installe, tardive, enveloppant Dakar d'un manteau de pénombre. La foule des endeuillés s'est enfin amenuisée, puis s'est vidée, laissant derrière elle une tristesse immense, calme et dépouillée. Je me retrouve seule. Seule au milieu de ce salon déserté où les ombres s'étirent indéfiniment sur les murs. La lumière crue et pâle d'une seule ampoule suspendue éclaire ma solitude. C'est dans ce dénuement le plus total, loin des regards et des murmures, que la véritable confrontation commence. Non pas avec les autres, mais avec moi-même, avec l'absence de mots doux, et avec la nécessité de survivre à la trahison de la polygamie qu'il m'a imposée. C'est au plus profond de cette nuit que germe la résistance. D'un geste lent, presque sacré, mes mains s'approchent d'un cahier. Un cahier entièrement neuf, aux pages blanches d'une propreté immaculée. Ces pages ne sont pas de simples morceaux de papier, elles représentent un espace de liberté absolue, un territoire vierge que personne, aucun homme, aucune tradition, aucun parent avide, ne pourra me disputer. Je saisis mon stylo plume. Mes doigts se crispent fermement sur le métal doré. Ce stylo n'est plus un outil d'écriture, c'est mon arme, mon témoin, le prolongement de mon âme. Le stylo s'abaisse. L'encre noire rencontre le papier. Sous le mouvement régulier et appliqué de ma main, les premiers mots prennent vie à l'écran, tracés dans une cursive française élégante et fluide. Aïssatou, je commence cette lettre. C'est à toi que je m'adresse, mon ami, ma sœur de combat. À toi qui as eu le courage de dire non, de fuir l'humiliation pour reconstruire ta vie ailleurs. À travers ces lignes, je ne suis plus la victime passive du destin ou des choix d'un mari infidèle. Je reprends le contrôle. Je réclame mon histoire, mon récit, ma vérité. Chaque mot écrit est une brique posée pour reconstruire les fondations de ma liberté. La caméra s'éloigne alors, glissant doucement à travers la fenêtre ouverte de ma chambre. Elle s'élève au-dessus des toits de Dakar, cette ville immense qui dort sous un ciel d'encre piqueté d'étoiles. De l'extérieur, au milieu de cette obscurité urbaine, une seule fenêtre reste allumée. Une seule lumière brille dans la nuit africaine, celle de ma chambre, celle de ma conscience qui s'éveille. Sur la table, le cahier reste grand ouvert, ses pages désormais parcourues de lignes sombres et vivantes, chargées de secrets, de douleurs, mais surtout d'un immense espoir. Le monde extérieur s'est tu. L'image commence lentement à s'effacer, s'enfonçant dans un fondu au noir majestueux. Le silence revient, mais ce n'est plus le silence de la mort ou de la défaite. C'est le silence chargé d'une tension dramatique, une promesse suspendue dans le vide, laissant le spectateur dans l'attente fiévreuse et le respect de la suite de ce destin en marche. Le premier chapitre de cette si longue lettre vient de s'ouvrir, mais le voyage de Ramatoulaye ne fait que commencer. Comment fera-t-elle face aux secrets du passé et aux pièges du présent? Pour ne pas manquer la suite de cette grande fresque et découvrir le prochain épisode, donnez de la force à notre projet, abonnez-vous à la chaîne, laissez un pouce bleu si l'histoire vous touche, et partagez cette vidéo autour de vous. Votre soutien est notre plus grande motivation pour continuer à faire vivre ce chef-d'œuvre. À très vite pour l'épisode 2.